Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Santé d'abord, qui a l'honneur et le plaisir de recevoir les docteurs Charles Kabongo, avec qui justement nous parlerons sur l'adénome de la prostate. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et merci de nous avoir reçus. Un plaisir. Alors aujourd'hui avec vous, nous parlerons de l'adénome de la prostate. Déjà pour commencer, la prostate est une glande exocrine de l'appareil génital masculin. À quoi il sert? Alors, merci beaucoup pour la question, madame. Oui. Comme vous l'avez dit d'entrée du jeu, oui. La prostate, c'est une glande à sécrétion externe, comme vous l'avez dit, exocrine. Alors, son produit de sécrétion est appelé à être déversé en dehors de la circulation sanguine. Oui. Alors, cette prostate, c'est une glande qui se situe au carrefour des voies génitales et voies urinaires chez l'homme. Je ne sais pas si je peux vous montrer une image qui illustre cela. Oui. Alors, sur cette image, on peut voir, ça c'est la coupe, une coupe oui. Sur un individu, une coupe oui. sagittale qui passe par oui. Le milieu du corps. Oui. Et on voit la prostate, elle est à ce niveau. Oui. C'est ça la prostate. Oui. Au-dessus, il y a la vessie que l'on voit là. Et en bas, il y a le diaphragme pelvien. En avant, il y a le pubis, qui est un os, et en arrière de la prostate, il y a le rectum. Donc la prostate se situe au carrefour, là où les voies génitales de l'homme et les voies urinaires se croisent, c'est à ce niveau. Les voies urinaires descendent comme ça, et les voies génitales viennent comme ça. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, à quoi sert la prostate? Je dirais que la prostate, comme chez l'homme, il est appelé à se reproduire. Ces deux glandes, ces deux gonades qu'on appelle les testicules produisent la sémence de l'homme, oui. qu'on appelle le spermatozoïde. Et ces spermatozoïdes sont amenés des testicules jusqu'à être évacués. Alors, avant d'être évacués, ils passent par des tubes ou des canaux, entre autres l'épididyme et les canaux déférents. Oui. Et arrivé au niveau de la terminaison de canaux déférents, ces sémences doivent aller dans les canaux éjaculateurs qui passent par la prostate. Mais avant de passer dans la prostate, cette sémence, les spermatozoïdes, reçoit un liquide qu'on appelle le liquide séminal. C'est ce liquide mélangé à ces spermatozoïdes, le tout va former ce qu'on appelle le sperme. Mais la prostate apporte aussi une part dans ce liquide. La prostate produit aussi un liquide qu'on appelle le liquide prostatique, oui. qui représente environ 30% du liquide de l'éjaculat qu'on appelle le sperme. Voilà la fonction de la prostate. Alors, quand est-ce qu'on parle de l'adénome de la prostate? Alors, merci pour cette bonne question. Alors, l'adénome de la prostate, nous, on préfère bien parler d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, je peux dire dans un langage vulgaire, c'est un grossissement ou oui. un gonflement de cette prostate. Oui. Vous voyez que la prostate se situe, elle entoure vraiment le canal qui évacue les urines. Maintenant, il y a des circonstances qui font que cette prostate puisse augmenter de volume et commencer à gêner le patient à effectuer certaines de ses fonctions. Alors, l'adénome de la prostate, c'est au fait une augmentation du volume de la prostate qui n'est pas malin, donc ce qui est différent du cancer. Oui. Vous le savez tous que dans la vie, oui. on naît, on vit et puis on meurt. Exactement. Même dans notre corps, les cellules naissent, vivent et meurent. Alors les cellules naissent comment? Par des multiplications qu'on appelle la mitose. Oui. Alors après un cycle de vie, chaque cellule est appelée à mourir, ce qu'on appelle une mort programmée, qu'on appelle chez nous en médecine une apoptose. Mais dans l'adénome de la prostate ou l'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a un dérèglement de ce cycle-là. Ces cellules se multiplient, mais elles ne meurent pas dans le timing qui leur est dû. Oui. Ce qui fait qu'il y aura plus de cellules qui vivent. Et cela aura comme conséquence une augmentation du volume de la glande qu'on appelle la prostate. Oui. C'est ça l'adénome de la prostate. Mais pourquoi on appelle ça hypertrophie bénigne de la prostate? Je l'ai dit, c'est en opposition à l'hypertrophie maligne. L'hypertrophie maligne qui est un cancer. Oui. Alors ces cellules, bien qu'elles sont nombreuses, mais elles n'ont pas perdu les caractéristiques des cellules normales. Ces cellules ne vont pas envahir les structures voisines
et ne vont pas envoyer des colonies à distance pour aller créer d'autres tumeurs à distance. C'est pour cela qu'on appelle ça hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, vous avez dit que l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est les grossissements de la prostate, et bon, c'est qui sort de l'ordinaire. Oui. Alors, quelles sont les causes? Alors, comme cause de l'hypertrophie bénigne de la prostate, on doit retenir d'abord que les causes sont multifactorielles. Oui. Alors, premièrement, c'est une maladie du vieillissement, donc qui se voit chez des hommes à partir de 50 ans. Ça, c'est le premier facteur. Donc, il n'y a pas une cause propre à l'adénome de la prostate, mais les causes sont multifactorielles. Oui. Le premier facteur, c'est l'âge, donc le vieillissement. Le deuxième facteur, on parle des hormones. Chez l'homme, on a des hormones masculines qu'on appelle les androgènes, qui ont un rôle très important dans la survenue de l'adénome de la prostate. Troisièmement, il y a les facteurs environnementaux. Oui. Donc, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit. Entre autres, les aliments très gras, oui. Les boissons énergétiques, oui. Les coca, du café, de l'alcool, du tabac. Donc, tous ces facteurs entrent en jeu et se soudent pour arriver à faire que l'organisme puisse développer l'adénome de la prostate. Alors déjà, le grossissement de la prostate fait partie des symptômes qui est visible. En dehors de ces grossissements, y a-t-il d'autres symptômes qu'on peut tout de suite reconnaître qu'on a l'adénome de la prostate? Alors, ici, il revient que je puisse dire que le malade, déjà, au-delà des 50 ans, peut avoir des signes qui peuvent l'amener à consulter. Alors, ces signes-là, on peut les regrouper en deux groupes, donc oui. Permettez la tautologie. Il y a les signes qu'on appelle les signes irritatifs oui. Et les signes obstructifs. Alors, parmi les signes irritatifs, c'est premièrement la pollakiurie. Oui. La pollakiurie, c'est quoi? C'est une émission à des fréquences répétées d'urine de toutes petites quantités. Donc, vous pouvez être avec un patient ou une personne dans la cité ou à la maison, mais vous voyez que toutes les 30 minutes, la personne se lève, elle va au petit coin, elle va uriner. Et quand la personne va uriner, ce sont des urines de petites quantités qui sortent. Alors, deuxièmement, ça c'est ce qu'on appelle la pollakiurie. Et cette pollakiurie peut être diurne, donc elle se vit la journée, tout comme elle peut être nocturne, donc elle peut envoyer la personne à se lever plusieurs fois dans la nuit. Alors, à part la pollakiurie, on a aussi des mictions impérieuses. Donc, cette envie pressante, vous êtes assis en réunion, mais vous avez soudainement une envie pressante d'aller aux toilettes et faire pipi. Ça peut être parmi les signes irritatifs de l'adénome de la prostate. Mais il y a aussi des signes obstructifs. Les signes obstructifs, c'est que vous avez un jet urinaire. Normalement, je me rappelle quand on était encore enfant, on urinait, on se fixait des targets et le jet devait dépasser ce target. Oui. Mais vous allez voir que chez ces personnes, le jet urinaire devient faible. Et la personne est appelée à aller pousser pour que les urines puissent sortir. Mais malgré cela, les urines sortent en petite quantité et le jet est filiforme. Mais en dehors de cela, il y a d'autres signes qu'on appelle des signes objectifs. Des signes objectifs, c'est ce que le médecin met en évidence. C'est entre autres lors d'un toucher rectal. Le toucher rectal, je vous ai dit que la prostate était en contact avec le rectum. Oui. Alors le toucher rectal, le médecin va apprécier la consistance de la prostate, le volume de la prostate, la surface de la prostate, est-ce qu'elle est bosselée, est-ce qu'il y a des nodules, et apprécier aussi la disparition d'un sillon. Il y a un sillon médian au niveau de la prostate. C'est en d'autres termes les quelques signes cliniques qu'on peut voir chez le malade souffrant de l'adénome de la prostate. Mais en dehors de ça, il y a d'autres signes qu'on verra à des examens. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la consommation aussi des boissons énergétiques faisait partie aussi l'une des causes de l'accroissement de l'adénome de la prostate. Donc, c'est qu'il faudrait éviter de prendre souvent. Et alors, comment s'est fait la prise en charge médicale? Alors, la prise en charge passe d'abord par le diagnostic. On diagnostique le problème. En dehors de tous ces signes que j'ai montrés, il y a d'autres examens qui peuvent nous permettre de diagnostiquer. C'est entre autres une échographie suspubienne ou abdominale qui peut nous montrer le volume de la prostate.
En dehors de l'échographie, on peut... il y a un examen qu'on appelle la débimétrie. La débimétrie, en fait, ça calcule le débit de l'urine. Donc, la quantité urinaire émise par seconde. Généralement, c'est autour de 15 millilitres par seconde. Mais chez le patient souffrant de l'adénome de la prostate, vous allez voir que cette quantité diminue sensiblement. Et en dehors de ça, il y a d'autres examens d'imagerie tels que l'urétrographie, l'urétrocystographie rétrograde permictionnelle qui peut nous montrer aussi le rétrécissement de l'urètre au niveau de la prostate. En dehors de ça, il y a d'autres examens tels qu'un scanner, une imagerie par résonance magnétique qui peuvent nous montrer cette prostate. Mais il y a un autre examen dans le sang, c'est le PSA. Le PSA, c'est un antigène spécifique de la prostate. Ce n'est pas un examen qui nous permet de poser le diagnostic de l'adénome de la prostate, mais il nous permet d'exclure un cancer, donc une hypertrophie maligne de la prostate. Parce que ce PSA est très élevé lorsqu'on a un cancer de la prostate. Alors, la prise en charge, elle a deux volets. On peut avoir une prise en charge médicale, tout comme une prise en charge chirurgicale. Alors, sur le plan médical, il y a des mesures d'hygiène de diète, telles que je vous ai dit, il faut qu'on évite certains aliments qui sont toxiques pour la prostate, il faut éviter le tabac, il faut éviter de l'alcool, tout ça. Mais en termes de médicaments, il y a des médicaments qui agissent au niveau de la prostate, entre autres les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants qui réduisent le tonus des muscles lisses qu'on retrouve au niveau de la prostate. Et cela peut améliorer la qualité de vie du patient souffrant de l'adénome de la prostate. En dehors de ça, on peut aussi avoir les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase qui sont des médicaments, eux, ils agissent sur le volume de la prostate. Ils diminuent sensiblement le volume de la prostate et donc qui peuvent améliorer aussi la qualité de vie de la personne. Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres moyens thérapeutiques tels que la phytothérapie, l'usage des plantes, tout ça. En dehors de la prise en charge médicamenteuse, on a la prise en charge chirurgicale. La prise en charge chirurgicale, elle, c'est aller, bien évidemment, enlever cette masse qu'on appelle l'adénome de la prostate. Et lorsqu'on enlève cette masse qu'on appelle l'adénome de la prostate, cela permet de libérer la voie pour le passage des urines. Voilà. Ok, alors docteur, concernant les personnes qui sont atteintes peut-être de cette affection, y a-t-il d'autres facteurs qui accroissent cette maladie ou cette tumeur? Alors, comme je l'ai dit au début de l'émission, à part les facteurs âge, il y a les facteurs environnementaux. Ils sont nombreux. Je parle plus précisément de personnes qui ont cette tumeur-là, qui sont porteuses de cette tumeur-là. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs ou certains aliments qui peuvent... Parce que vous avez parlé des aliments, vous avez parlé de boissons qu'il faudrait peut-être pas prendre. Est-ce qu'il y a des facteurs peut-être qui vont en fait accroître encore cette maladie? Parce qu'une fois qu'on soit traité, il y a peut-être un régime à respecter, il y a peut-être des gestes à faire et autres à ne pas faire. Voilà. Alors, c'est ces personnes qui sont déjà atteintes de cette maladie, tous les facteurs qui entraient en jeu pour que la maladie puisse arriver restent les mêmes facteurs qui font que la maladie puisse évoluer rapidement jusqu'à des complications. Et tous ces facteurs-là, la consommation de boissons avec beaucoup d'édulcorants, la consommation des jus qui sont fabriqués d'une façon industrielle avec des conservateurs tels que les nitrites qui sont toxiques pour la prostate. Et le fait que le patient continue à prendre son tabac qui est aussi toxique pour la prostate font que la maladie puisse évoluer plus rapidement vers des complications. Donc, si par exemple, il y a un patient qui a déjà eu l'adénome de la prostate, c'est encore plus facile qu'il puisse encore en avoir pour la deuxième fois ou aussi... J'essaie un peu de recadrer parce que vous avez l'adénome de la prostate, c'est une maladie, vous avez déjà la prostate qui est gonflée, mais si vous êtes prise en charge médicalement parlant, ça ne veut pas dire que la prostate, elle va partir. Non, l'adénome, non, elle ne part pas. Mais seulement que ces médicaments améliorent la qualité de la vie du patient. Voilà. Alors, si on vous fait une ablation de votre prostate, ça veut dire que vous n'allez pas développer encore l'adénome de la prostate. Exactement. Voilà, exactement. Alors, pouvez-vous nous parler de la prévention? Alors, la prévention, je dirais que c'est
c'est vraiment difficile de parler de prévention. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est une maladie qui est due au vieillissement. Oui. Donc, on ne peut pas prévenir le vieillissement. Non, on ne peut pas prévenir, mais on peut quand même poser certaines actes. On peut agir sur les facteurs de risque qui sont modifiables. Voilà. Oui. Les facteurs de risque qui sont modifiables, c'est par rapport, par exemple, la consommation des aliments qui sont trop gras. Oui. Ça, on peut agir là-dessus. La diminution de la prise d'alcool, ça c'est un élément très important. Oui. Le tabac, vous savez que le tabac n'a rien de bon dans notre organisme. Exactement. On doit arrêter à tout prix de fumer, que ce soit le tabac, la cigarette, que ce soit ce qui est en vogue actuellement, la chicha, un peu partout. Oui. Alors, on doit adopter une alimentation saine. On doit prendre beaucoup de légumes. On doit consommer suffisamment de légumes, on doit consommer suffisamment des fruits parce que ces fruits contiennent des antioxydants et ces antioxydants nous protègent contre le stress oxydatif qui produit des radicaux libres qui sont toxiques pour la prostate. Oui. C'est aussi un moyen de l'éviter à la vieillesse. Oui, effectivement, oui, en prenant des antioxydants, ça peut nous retarder notre vieillesse, mais la vieillesse, c'est la vieillesse. On n'y échappe pas. On peut vieillir toutefois en évitant cette maladie. Oui, on peut, bien évidemment, parce que environ 80% des sujets masculins de 50 ans présentent déjà un adénome de la prostate. Oui. Bien que tous ne présentent pas un adénome de la prostate avec déjà des symptômes, certains peuvent présenter un adénome de la prostate, mais infraclinique, donc pas de symptômes. Mais ça veut dire qu'il y a aussi 20% de ces adultes qui ne développent pas l'adénome de la prostate. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir reçus. Alors, tout le plaisir est le mien. Merci. Alors, Madame, Messieurs, c'est pratiquement la fin de votre magazine Santé d'abord. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci et à la prochaine.